Muriel, René, merci de votre invitation. C'est un peu étonnant d'être ici, parce qu'il y a 40 ans, j'étais là-bas, au fond, là, étudiant en médecine, dans un amphi de 1000 personnes. Et puis, 40 ans plus tard, je suis ici, et puis dans 20 ans, je serai un peu plus bas. Mais merci de m'avoir permis cette descente lente. C'est assez émouvant de retrouver cet endroit. Alors, j'ai écouté les intervenants de la première session. Je dois vous dire qu'on ne va pas être dans le même registre, parce que moi, je suis travailleur manuel, je suis chirurgien. Et en tant que travailleur manuel, chirurgien, cancérologue, je suis amené, depuis 30 ans, à voir des femmes à qui j'annonce, à qui nous annonçons un cancer du sein. Et quand Muriel m'a demandé de parler devant cette assemblée, je lui ai dit « Écoute, j'ai rien à dire parce que je ne sais pas ce que je vais leur raconter. » Et en fait, la répétition de ces consultations d'annonces depuis plus de 30 ans, c'est un dossier lourd et je vais essayer de le partager avec vous. Très rapidement, vous savez tous, toutes, que le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent, 2 millions de cas dans le monde, avec une incidence qui a doublé en France, puisqu'on est passé d'environ 30 000 cancers du sein en 1980 à 60 000 cancers du sein en 2020. Et ce cancer du sein va taper à tous les âges. On pense souvent que c'est la soixantaine, mais en fait, 25% des cancers du sein se déclarent avant l'âge de 50 ans. Et ce cancer du sein, tout bon cancer qu'il fût, tue quand même 20% des patientes si on les suit pendant 10 ans, et est responsable de 16 000 décès par an en France. Si on traduit ça en courbes, très rapidement, c'est des courbes log, donc on écrase l'ascension, mais ça double en matière d'incidence en 30 ans. Et parallèlement, la mortalité diminue un peu, mais elle diminue peu, et elle diminue moins que ce qu'on aurait espéré. Et les bénéfices en termes de mortalité sont essentiellement liés à la précocité du diagnostic, au dépistage. Et je rappelle qu'en France, aujourd'hui, une femme sur deux ne répond pas à la demande de dépistage ou à la sollicitation de dépistage, et également à l'amélioration des traitements. Alors, j'ai passé beaucoup d'années, décennies à me former et à former les autres en tant que chirurgien. Et en fait, il y a un moment clé de mon métier, qui est l'annonce du cancer. Et cette annonce de cancer, c'est un choc qui va toucher, et qui peut toucher, à plusieurs niveaux de la patiente. Avec, évidemment, l'angoisse de mort, puisque beaucoup de patientes se disent, parmi les 20 000 dont il parle, Krishnaklov, c'est moi. En fait, non. La majorité des femmes qui ont un cancer du sein vont guérir. 90% des femmes qui ont un cancer du sein dépisté tôt vont guérir. Et les femmes qui vont décéder de leur cancer du sein ont des profils biologiques ou des profils cliniques très particuliers. Et malheureusement, assez rapidement, lors de la première consultation, on peut trier entre les cancers de très mauvais pronostic et les cancers de bon pronostic. Il y a aussi une angoisse d'intégrité physique. Je suis chirurgien, je traite des cancers du sein, je reconstruis des femmes qui ont eu un cancer du sein, et avec Isabelle Sarfati et nos 5 associés à l'Institut du Sein Paris, nous avons développé, augmenté, modifié les techniques de reconstruction mammaire immédiate pour pouvoir dire à une patiente qui va devoir avoir une mastectomie, mais on pourra vous reconstruire et on peut vous reconstruire en même temps, alors que, comme vous le savez, ce n'est pas pratiqué partout. Et puis, il y a tout ce qui va toucher à la féminité, à la sexualité, à la fertilité, à la vie de famille, et vous êtes bien plus compétente et compétent que moi pour me dire ce que ressentent ces femmes quand, à l'âge de 35, 40 ans, parfois au milieu d'un process de désir de grossesse, voire même de traitement d'infertilité, on leur dit « il va falloir arrêter pour l'instant parce que le cancer va primer ». Et notre métier, ça va être de maintenir en permanence l'idée qu'il y aura un après. En particulier, je reprends l'exemple de ces femmes qui sont en période de stimulation pour désir de grossesse, en leur disant « mais on reprendra votre projet et ça ne va pas s'arrêter à cause du cancer ». La vie professionnelle, évidemment, va être basculée et nous essayons, et je travaille beaucoup en ce moment avec certaines instances pour essayer de limiter l'idée que l'arrêt de travail est indispensable pendant des mois, voire des années après un cancer du sein. La réinsertion dans tous ces domaines est indispensable de façon à ce qu'on projette la patiente dès l'annonce dans l'après qui sera possible et qui parfois, pourrait être meilleur que l'avant. Les réactions sont extrêmement variables
et il n'y a pas de cadre. Certaines patientes, particulièrement informées, particulièrement préparées, et c'est toute l'importance de la consultation gynécologique ou radiologique en amont de l'annonce du cancer du sein, qui a déjà préparé ces femmes à un cancer, souvent de petite taille, souvent de bon pronostic, souvent qui sera guéri par une chirurgie en ambulatoire et un peu de radiothérapie. Donc certaines de ces femmes arrivent apaisées en disant « ben voilà, c'est une femme sur 8, ça tombe sur moi, mais j'ai bien compris que ma vie n'était pas en danger ». D'autres, évidemment, sont incrédules, ceux d'autant qu'elles sont jeunes, ceux d'autant qu'il n'y a pas d'histoire familiale. Beaucoup sont sidérés, je ne m'y attendais pas, j'avais tellement de choses que je préparais, je devais changer de métier. Et là encore, notre métier, c'est de leur dire, ça va reprendre, voire ça ne va pas s'arrêter. Et l'idée des traitements qu'on va leur proposer, c'est de leur permettre de continuer leur vie du quotidien, la plus proche possible de la vie d'avant, et de leur dire, il y aura un après. Et puis parfois, et vous les voyez, c'est un effondrement, une incompréhension, une peur, une panique. Une patiente m'a dit un jour, je ne peux pas avoir un cancer du sein. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas avoir un cancer du sein? Parce que je ne peux pas mourir avant ma fille. Ah bon? Mais vous n'allez pas mourir, vous avez un cancer petit, de bon pronostic. Oui, mais ma fille, je la porte tous les matins, elle a 25 ans, elle a une maladie neurologique, et j'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois là jusqu'à sa mort. Et cette femme, il a fallu 3 consultations préopératoires pour lui dire « Madame, vous allez continuer à porter votre fille. Si votre projet, c'est de mourir après elle, vous mourrez après elle, mais nous vous garantissons que vous n'allez pas l'abandonner à cause de ce cancer du sein. » Donc vous voyez, on a affaire à des profils évidemment extrêmement différents. Et dans cette panique et cette terreur, l'idée c'est d'aller chercher le fil, ce qui fait qu'elle a peur, de façon à pouvoir travailler sur ce fil, aidé par vous, avec des consultations évidemment psy en parallèle, le plus souvent possible. Et puis de temps en temps, ça finit comme ça, c'est de l'agressivité, et puis il faut gérer l'agressivité. Non, c'est pas une patiente qui m'a tapé, non. C'est un ami avec des gants. Et donc, il faut gérer l'agressivité. Et là encore, une consultation, 2 consultations pour désamorcer cette inquiétude et cette peur. Et puis, Muriel, tu m'as demandé de parler de l'annonce du cancer du sein, mais en fait, notre métier, mon métier, sont d'autres annonces. Il y a l'annonce de la mutilation, il y a l'annonce de la chimiothérapie, il y a l'annonce de la récidive, 5 ans, 10 ans après, il y a l'annonce des métastases, et parfois, pour 10 à 20% des patientes atteintes, l'annonce de l'incurabilité. Et quand j'ai préparé cette diapo, je me suis rappelé de Pierre Desproges qui disait « Cancer, Schwarzenberg, métastase, espoir, cherchez le mot intrus ». Et vous imaginez bien que quand on annonce à une patiente une chimiothérapie, mais surtout des métastases, aller chercher l'espoir au moment où vous annoncez cette chimiothérapie pour métastase, ben ça fait aussi partie de notre métier. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé Pierre Desproges. Pierre, c'est mon métier. Redonner de l'espoir au moment où tout bascule, c'est mon métier. C'est notre métier. Notre métier, au moment de l'annonce, tout le monde me dit « mais tu bosses 12 heures par jour, tu consultes 12 heures par jour, puis le lendemain, tu opères 12 heures par jour. Mais comment tu fais ?» Et en fait, notre métier, c'est de porter, et Isabelle le sait bien, on porte, comme vous, on va porter au moment de l'annonce, on va porter au moment de la chirurgie, on va porter au moment des traitements post-opératoires, parce qu'en fait, ces patientes, elles ont besoin de se sentir accompagnées dans leur parcours, accompagnées, allégées, soutenues, portées. Et c'est notre métier. Le roi des zones, vous vous souvenez ? Il porte. Et pour porter, il n'y a pas de technique, on va s'adapter à chacune. Moi, on ne m'a jamais appris à porter. On m'a appris à opérer, on m'a appris à prescrire des traitements, on m'a appris à diagnostiquer. On ne m'a jamais appris à porter. Et pourtant, aujourd'hui, je sais que c'est une part majeure de mon métier parce que tout va se jouer au moment de la consultation d'annonce. Entourer, expliquer, projeter dans l'avenir. Quand j'ai commencé il y a 30 ans les reconstructions mammaires immédiates, on était très peu en France. Je disais à la patiente qu'on m'adressait pour une mastectomie, on va vous reconstruire le sein en même temps.
Elle disait, mais à quoi ça sert? Je vais avoir de la chimio. Je dis, non, parce que dans 2 ans, quand vous serez sur la plage en maillot de bain, vous penserez que vous avez bien fait de le faire. Et elle me disait, dans 2 ans? Je dis, oui, dans 2 ans. Et puis cette idée que dans 1 an ou dans 2 ans, il y aurait un après, et qu'elle serait loin des médecins, et qu'elle serait loin sur la plage. Et moi, je demande à beaucoup de mes patientes, elles me disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour... Je dis, envoyez-moi une photo sur la plage. Et donc, j'ai une collection de photos sur la plage qu'elles m'envoient. Elles n'ont plus de seins, elles ont été reconstruites. Et cette idée qu'il y aura un après, et de les projeter dans cet après, ça ouvre. On n'est pas dans le quotidien du cancer, la chimiothérapie, la radiothérapie. Mais ce qu'on a fait avec la reconstruction immédiate, on le fait en consultation, y compris pour les patientes qui ont une tumeur, qui vont garder leur sein. 70% des femmes à qui on dit l'année prochaine, vous ferez ça, dans 2 ans, vous ferez ça. Et puis, il y a ce que je ne sais pas appeler autrement qu'un transfert d'énergie. Je ne sais pas comment dire ça, vous le saurez, moi je ne le sais pas. Mais je dis à tous mes élèves, et on reçoit beaucoup de chirurgiens en formation à l'Institut du Saint-Paris, la patiente rentre en consultation avec la mort sur les épaules, elle doit ressortir avec un sourire. C'est votre métier. Vous venez pour apprendre la chirurgie, la reconstruction, le curage, le santé. Ça, c'est le minimum qu'on leur doit. Elle doit ressortir avec le sourire. Et si vous arrivez à ça, cette consultation d'annonce est gagnée. Si vous n'y arrivez pas, il faudra la revoir. Et c'est notre associé Claude Noce qui dit parfois, je les vois 3 fois avant de les opérer. Et puis, parallèlement à porter, il y a agir. On va proposer des solutions. On va organiser. Allô, j'ai madame machin, elle a un cancer triple négatif, c'est un petit cancer. La consultation devant elle, le coup de fil devant elle, est-ce que tu peux la voir demain? Demain, à quelle heure? On organise tout de suite pendant la première consultation. Et c'est l'avantage de notre structure. On a des correspondants remarquables, ils décrochent leur téléphone, ils travaillent avec nous, ils voient la patiente vite quand c'est nécessaire. À l'inverse, pour des patientes qui ont des cancers de bon pronostic, calmez, rassurez. Vous allez pouvoir partir. Vous deviez partir 3 semaines, partez 3 semaines. On vous opérera à votre tour. Protéger et puis traiter, bien sûr, mettre en route les 3 pôles du traitement cancérologique, la chirurgie, les traitements médicaux et la radiothérapie. Et en fait, pendant ces consultations d'annonce, puisque Muriel, tu voulais que je parle de l'annonce, mais également de la mise en route des traitements, il va y avoir en permanence un aller-retour entre je porte, j'agis, de façon à ce que la patiente se sente soutenue et en action. Et puis je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit quand j'étais petit, ce qui remonte à très longtemps, bien avant, là-haut, on m'a dit pendant les guerres, il n'y a pas énormément de dépression. En fait, c'est après. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que pendant la petite guerre du cancer du sein, et je déteste employer des mots guerriers pour la cancérologie, vraiment, pendant cette période, cette phase, on va associer, on vous porte, on vous traite, on agit pour vous. La consultation d'annonce est tellement cruciale en matière de cancérologie que lors du premier plan cancer en 2003, après les états généraux du cancer où on a écouté les patients et les patientes pendant 1 à 2 ans, elle est survenue comme un point clé dans le plan cancer en 2003, la mesure 40. La mesure 40, en cancérologie, tout le monde la connaît. Elle dit « Allô madame, oui, c'est le docteur Clough. Oui, en fait, vous avez un cancer du sein. Oui, alors c'est vendredi, mais je vous verrai mardi de la semaine prochaine. » Elle dit « Ne faites pas ça. Ne faites plus jamais ça. » Elle dit « Prenez le temps. Si vous ne pouvez pas la voir vendredi, voyez-la mardi. Mais il y aura 4 temps à la consultation d'annonce. Le premier temps, c'est le temps médical où vous annoncez le diagnostic, là encore souvent préparé par les médecins d'avant. Et je dois remercier ici l'énorme travail des gynécologues et des radiologues qui font que ces patientes arrivent aujourd'hui le plus souvent déjà très informées. Et puis la description des traitements. Et ça, c'est le temps médical qui est suivi par un temps d'accompagnement avec une infirmière qui reçoit les patientes, idéalement toutes, le plus souvent dans la réalité, quand c'est nécessaire ou qu'elles le souhaitent. Et puis un temps de soutien où on fait intervenir qui l'assistante sociale, qui le psy, qui l'association qui va l'aider, de façon à ce que la prise en charge ne soit pas que médicalisée. Et puis enfin, un temps d'articulation où on prévient tous ceux qui sont autour de la patiente pour qu'on fasse bulle commune autour d'elle au moment de cette annonce et dans les mois qui vont suivre.
L'annonce, c'est vraiment un temps fort. Et moi, encore une fois, j'ai jamais imaginé que ça prendrait une part aussi importante dans ma vie, cette annonce. Parce que quand vous êtes chirurgien, vous obsédez à améliorer le geste, à perfectionner le geste, et puis ensuite à transformer le geste, et puis à enseigner le geste, et puis à publier de nouveaux gestes. Et c'était ça mon métier. Et en fait, parallèlement à ça, j'ai découvert, un peu grâce à toi Muriel, que l'annonce, c'était un moment clé de mon métier. C'est un temps fort du parcours de soins, tout le monde est d'accord. C'est un temps fort de la relation. Vous avez bien compris que si on a autant analysé ce moment, c'est que à partir de cette première journée va pouvoir se bâtir les mois et les années qui suivent. Et si vous ratez votre consultation d'annonce, c'est probablement comme un rendez-vous Tinder la première fois au bar, vous ne revenez pas. Ça doit être à peu près comme ça. Donc cette première consultation, il ne faut pas la rater. Éventuellement, il faut la répéter. Et puis moi, je crois, 30 ans plus tard, que c'est un élément majeur du parcours de vie des femmes. Tout le monde se souvient où j'étais quand les tours ont explosé, où j'étais quand j'ai appris pour Charlie, où j'étais le jour du Bataclan. Ces moments-là, on sait tous où on était ce jour-là. Eh bien, le jour où on vous annonce un cancer, je vous garantis, vous vous souvenez toujours d'où vous étiez. Et c'est pour ça qu'on a essayé de bâtir, avec Isabelle et nos associés à l'Institut du Sein, un cadre très particulier, qui est un centre spécialisé pour la chirurgie du sein, mais qui ne ressemble pas à un centre anticancéreux. Et puis j'ai réalisé, encore une fois un peu grâce à vous aujourd'hui, que je voulais être un spécialiste de la chirurgie. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de l'être. Je voulais être un spécialiste du sein. J'ai passé encore un peu de temps à l'être. J'espérais être un spécialiste du cancer et former des gens à mon métier. Et puis malheureusement, il n'y a personne qui forme à l'annonce. J'ai jamais appris à faire des annonces. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un dira « Voilà ce qu'il faut faire pour que ce moment ne soit pas l'effondrement des tours ». Je vous remercie.